Bonjour et bienvenue dans le Circadien Podcast où j'ai le plaisir d'interviewer et de discuter avec des invités autour de la santé, du développement personnel et de la spiritualité. Donc voilà, le Vata et le Kapha, quand ils se mettent ensemble, soit ils vont prendre des caractéristiques d'un, soit de l'autre, soit la moyenne. Et la moyenne, ça se confond beaucoup avec la constitution de base Pitta. C'est le cas chez toi. Chez toi, quand on te regarde comme ça, on dirait qu'il est Pitta. Tu es blanc, blondiné, voilà, tu as certaines caractéristiques. Tu as le nez qui est un peu pointu, je dirais. Ouais. Moi, je n'ai pas vu de profil, mais... Et aussi, c'est plus que pendant l'été, mais j'avais beaucoup de taches de rousseur quand j'étais jeune. Et tout à l'heure, tu disais que le kappa, il avait. D'ailleurs, j'en ai un petit peu, là, on ne les voit pas Le trop, mais Pitta, dès qu'il y a le dès qu'il soleil y a qui le ressort, soleil. ils ressortent. Donc voilà, tu as pas mal de traits assez clairs du Pitta. Donc c'est pour ça que pour une personne comme ça, il faut poser ce genre de questions pour aller un peu plus loin et voir effectivement est-ce que ce qu'on voit, est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Mais la question d'être frileux, c'est assez parlant. Une autre question qui est très... donc pour être sûr de notre constitution, s'approcher plus de notre constitution, on va regarder la morphologie, donc les extrémités, la langue, les mains, les pieds, les oreilles. On va regarder la digestion, l'agni, le feu digestif. Ouais. L'épita, il a faim tout le temps. C'est pas envie de manger, c'est la faim, une vraie faim physiologique. Il se réveille, une demi-heure après, maximum, il a faim. Le kapha, c'est lent. Donc, des fois, il a faim vers 11 heures du matin. Le vata, c'est irrégulier s'il est déséquilibré. Donc, toi, tu as faim quand? Je Quand t'avouerais tu te que, réveilles. je t'avouerais que j'ai plus tendance à manger parce que j'aime manger et que j'ai envie de prendre du poids parce que je trouve que je suis trop mince en termes de pas assez de graisse corporelle. Mais c'est vrai que je peux facilement me passer de petit déjeuner parce qu'il y a des fois, je ne vais pas avoir faim. Ou des fois, je vais avoir faim. Des fois, je vais avoir faim. Ça dépend, mais ça va mettre du temps le matin. Il faut au moins une bonne heure, tu vois, avant que je ressente la faim. Euh, Après, je peux être calé pendant un long moment. Donc, en fait, je peux me faire seulement 3 repas dans la journée, ça va me suffire. Mais des fois, je vais me rajouter une petite collation pour avoir un peu plus d'apport. Mais il y a des fois, je sais qu'il ne faut pas se Oui, forcer et je fais vraiment attention d'avoir digéré vraiment le dernier repas avant de reprendre une petite collation ou quoi. Mais disons que j'ai pas un appétit, pas un très gros appétit, quoi. Mais par contre, ça varie en fait. Des fois, pendant 2, 3 jours, je vais avoir faim. Je vais ressentir un peu plus de faim. Et puis après, le quatrième jour, bah, là, je ne vais pas avoir trop faim. Là, tu vois, ce matin, je n'avais pas très faim. Donc, c'était juste un bon bol de fruits. Je me suis fait un petit miam aux fruits. Et voilà, donc ça reste assez léger. Mais ouais, ça varie. En fait, c'est un peu du vata. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un mélange de vata kappa, en fait. alors, le vata, normalement, s'il est équilibré, il va avoir faim à des horaires réguliers. Mais de ce que tu me décris, en fait, on a 4 types d'agni, 4 types de feux digestifs. On a sama agni, normal, équilibré. On a tikshna agni, un feu digestif exacerbé, donc on a faim tout le temps, toutes les 2 heures, par exemple. Vishama agni, donc irrégulier, si vata est déséquilibré. Et manda agni, il est lent. Là, de ce que tu me décris, c'est soit Manda, soit Vishama. Donc, Manda, ça veut dire que tu te réveilles, c'est beaucoup par rapport au lever, coucher de soleil, au moment où tu te couches, au moment où tu te lèves. Et si tu fais tout ça de façon régulière, normalement, tu vas avoir faim tout le temps à la même heure. Ça, c'est si tu as La première chose, c'est d'avoir un feu digestif équilibré pour être en santé. Et là, j'ai l'impression que si tu arrives à faire ça, ça va être lent. C'est-à-dire que ça va être 2, 3 heures après se lever. Donc, tu as un feu digestif qui est lent. Euh, Plus proche du kapha, plus typique du kapha, du coup. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut si tu veux prendre du poids? Donc, on te prend comme étude de cas. Euh, du coup, la première chose, c'est de rétablir l'équilibre, ok? C'est-à-dire qu'il faut avoir faim à des horaires réguliers. Donc, il faut que ton hygiène de vie, elle soit régulière. Si on part du principe que tu es Vata Kapha, tu vas avoir peut-être tendance à vouloir un coup te coucher super tard, un autre coup aller te coucher plus tôt. Voilà, ça c'est des sortes d'irrégularités euh, qui sont typiques du Vata et qui déséquilibrent davantage le Vata. Donc, le Vata, surtout si c'est comme ça dans l'esprit, l'important c'est de
avoir une routine qui est stable. Ok, tu ancres les horaires de repas et tu ancres les horaires de lever et de coucher de soleil et les activités. Par exemple, le sport toujours à la même heure. C'est ce que je fais Les toujours, ouais. Voilà, donc tu ancres ces moments-là, tu vois. C'est pour ça que je m'appelle le circadien sur Instagram, c'est que je suis vraiment dans le respect des rythmes. Et tu vois, tous les matins, ça va être le lever à 6 heures. J'ai ma petite routine matinale. Je mange toujours à la même heure. Le sport, c'est toujours à 10 heures à la même heure. Je mange aussi à la même heure, les collations, tout ça. Et je me couche très tôt aussi à 21h30 après ma méditation. Je suis au lit et ça bouge pas. Et je n'aime pas quand ça D'accord. bouge. Donc, et ça, c'est très typique du kappa, tu vois, Ouais, l'opposé du kata. Ça, c'est très typique. Les kappas, ils adorent les rituels, les heures, les trucs. Voilà, c'est ça, ils n'aiment pas, par exemple, s'ils voyagent, il faut que ce soit un voyage pour aller voir quelqu'un de la famille. Voilà, ça, c'est très typique du kappa. Il n'aime pas changer de routine. mm, Mais du coup, si tu fais ça, est-ce que tu as faim? Parce que du coup, tes repas, ils sont toujours réguliers. Est-ce que tu as faim ouais. toujours au moment où tu manges? Oui, quand même, ouais. Après, Ok. ça dépend, par exemple, ça m'arrive des fois de pas bien digérer le petit déjeuner. Et du coup, bah, le repas de midi, ça va tarder. Je vais pas, je vais peut-être repousser d'une demi-heure parce que je vais pas avoir faim de suite. Ok. Donc la question que tu dois te poser, ce n'est pas qu'est-ce que je vais manger à midi, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas digéré le repas du petit déjeuner. Ouais, Ok. Donc si on part du principe que tu es Vata Kappa, euh, il se- si on part du principe surtout que ton feu digestif il est lent, il est manda, il faudrait que tu manges uniquement quand tu as faim et que quand tu as fini ton repas précédent. On dit en général qu'un Kappa, avec un ou deux repas par jour, ça suffirait. Ok. Et là, tu vas me poser la question, mais moi, je veux prendre du poids. Comment je fais si je mange plus qu'un ou deux repas par jour? Comment je vais faire? Alors, la digestion, ton focus, il doit toujours être sur ta digestion. Est-ce que ce que tu mets dans ta bouche, est-ce que tu es capable de le digérer? Donc, peu importe le nombre de fois que tu vas manger, par exemple, il y a les nutritionnistes pour te faire grossir, ils vont te faire manger 5, 6 fois par jour, ouais, des petits repas. OK? Mais ça va abîmer ton feu digestif. Ça va te faire grossir, mais ça va abîmer ton feu digestif. Et à partir du moment qu'on abîme ton feu digestif, ben là, c'est mort pour la santé, en vision en Ayurveda. Donc, on va privilégier ton feu digestif. Donc, tu vas manger au moment que tu as ton feu digestif qui est le plus puissant et le corps, il n'est pas con, donc il va te donner un signal très important qui est le signal de la faim. Le signal de la faim, il dit, OK, les enzymes sont prêtes à digérer, je suis prêt à digérer. Donc, à ce moment-là, tu vas manger. Et tu vas donner quoi à ton corps? Parce que si tu as un manda agni, ça veut dire que tu as une certaine difficulté à digérer, que ton transit est lent. Donc, tu dois donner que des choses qui sont faciles à digérer. Qu'est-ce qui est donc difficile à digérer? Produits laitiers. OK. Produits laitiers très proches. Il a les mêmes gunas, il a les mêmes caractéristiques du kappa. Donc, même si tu n'avais pas de problème, que tu n'es pas dans un but de prendre du poids, pour mm, une personne qui est de type kappa, les produits laitiers sont à diminuer ou à proscrire. d'accord. Protéines animales, surtout viande rouge. Moi, Difficile à digérer. je suis principalement végétarien, donc j'en Donc, mange ça y est, très pas de peu. problème. Ouais. Dans les végétariens, tu as la protéine soja. À part le tofu, le soja, il est très difficile à digérer. D'accord. Euh, Bah, de toute façon, euh, ouais, moi je suis beaucoup sur tempeh, tofu, beaucoup d'œufs aussi, parce que pour avoir un peu plus d'apport. Et après, c'est vrai que le matin, je peux prendre du skyr. Tu sais, c'est un yaourt au lait de vache. Je prends aussi de la protéine de whey, qui est une protéine à base de lait de vache, pour avoir un apport en protéines en plus. Donc c'est vrai que c'est pas euh, top. Moi, je ne suis pas pour, mais sans jugement. Après, je ne connais pas plus, hein. J'ai des personnes qui m'ont parlé de cette protéine de whey et selon les personnes, j'ai pu dire d'arrêter ou pas. Mais c'est vraiment en fonction de la personne. Et là, je ne te connais pas assez pour te dire oui ou non. Euh, mais en tout cas, ce qui est important selon la vision en Ayurveda pour que tu puisses prendre du poids, c'est pas tellement d'avoir un apport en protéines, c'est d'avoir un apport en Madhura Rasa. En fait, on va étudier 6 goûts en Ayurveda. Et Madhura Rasa, ça va être celui qui est le plus nourrissant. Madhura, c'est le goût sucré, ou neutre, comme il dit Atreya. Donc, c'est pas le sucre rapide, c'est tout ce qui est doux. Et Mm.
dans les catégories qu'on a en nutrition moderne, donc on a les glucides, les lipides, les protéines, tout ça, ça fait partie du module. OK? Donc, au-delà des protéines, il est important de tout nourrir en céréales complètes, en légumineuses. OK? C'est ça qui va faire une constitution un peu plus matérielle. Tu vois, un peu plus, voilà, plus que la protéine. Parce que la protéine, elle peut être, voilà, c'est de la protéine, mais elle peut ne pas aider à constituer les tissus, notamment mamsadatu, les muscles, qui est un peu ce que tu cherches. Et donc là, on essaye de voir quels sont les aliments qui vont avoir un apport qui va être plus proche de mamsadatu. Donc là, on a les céréales et les légumineuses, si tu les digères. Et une chose qui est importante et qui arrive très souvent chez les végétariens, c'est qu'on tombe sur des régimes qui sont plutôt à tendance hygiéniste. Et notamment pour une personne, si on part du principe que tu es Vata Kapha, ça, c'est pas une bonne chose pour toi. Enfin, selon la vision en Ayurveda, de manger beaucoup de crudités, beaucoup de jus de légumes et des choses comme ça va être trop vide. Ça va être trop langana. Langana, c'est le détox en fait. On a deux branches de thérapie, celles qui nourrissent le corps et celles qui vont nettoyer. Okay, on doit utiliser les deux, parfois un peu plus d'une, parfois un peu plus d'autres. Donc tout ce qui est jeûne, jus de légumes, tout ça, ça rentre dans la catégorie des langana. Et on a surtout besoin pour les personnes qui sont, par exemple, plus kapha ou des déséquilibres kapha. Et une personne comme toi, justement, qui tu cherches à créer de la force, à créer des tissus. Si tu fais ça, en fait, tu détoxifies, mais tu détoxifies tout. Donc, il y a tout qui part. Donc là, tu as envie de te nourrir. Donc, c'est se nourrir avec des choses qui sont nourrissantes. Donc, nourrissant, tu as céréales, légumineuses, substances huileuses, l'avocat, les huiles végétales. Voilà. Sans tomber dans l'extrême, parce que tout ça, si c'est en trop grosse quantité, c'est difficile à digérer. Et toi, tu as la question du manda agni. Donc, c'est des portions. Je ne peux pas dire petites ou grandes. En fait, c'est les portions qui te correspondent à toi en fonction de ton appétit. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges quand tu as faim. Il faut que tu manges assez lentement pour ressentir la sensation de satiété et te dire, maintenant, c'est bon, j'ai assez mangé. Ok. Ouais, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on peut nous dire tu vois, dans le monde du sport, de la musculation, où on te dit, ouais, il faut tant de protéines, il faut manger toutes les 3 heures, avoir des collations, parce que sinon le corps, il est en catabolisme. Enfin, c'est vraiment, Oui. c'est passionnant, ouais. Après, encore une fois, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises méthodes. En fait, il faut que les méthodes elles soient toujours adaptées à la personne. Donc, peut-être que le problème entre guillemets, qu'on va retrouver dans les approches en nutritionnisme, c'est qu'on va avoir une règle générale pour tout le monde. Et on n'est pas dans une approche personnalisée. Donc ça, c'est vrai en fait ce qu'ils disent en plus. Ils vont étudier, on est beaucoup dans l'étude de la molécule, on n'est pas comme ça en Ayurveda. En Ayurveda, on est en train de voir la physiologie de la personne tout entière. En nutrition moderne, en naturopathie, on va regarder la molécule. Donc on va voir des études scientifiques, on va arriver à des conclusions et on va essayer de mettre ces conclusions disponibles pour tout le monde. Mais on n'est pas tous égaux en fait. Donc, c'est pas faux, en fait, ce qu'ils te disent. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais, je vois. C'est positif et peut-être ça peut aider beaucoup de monde, mais ça ne va pas aider toutes les personnes. Et typiquement, les personnes où il y a une composante Vata qui est importante, c'est les personnes qui sont secs. Tu es sec. Donc, va manger tant de protéines. La protéine, elle est sec. Ton whey, là, il doit être sec. C'est de la poudre, non? Ouais. C'est comme les petits déjeuners en naturopathie. Quand j'ai fait mes études, presque tu recommandais à beaucoup de personnes les cracottes, les pains de fleurs quand la personne va arrêter le gluten. Mais si la personne elle est vata, ben, tous les matins de prendre des cracottes super sèches, c'est pas bon. Même si sur le moment ça peut alléger la digestion, sur le long terme c'est pas bon. D'accord. Dans notre approche. Mais encore une fois, il n'y a pas de réponse positive et de négative. Il faut adapter à soi, voir comment tu te sens. Déjà, tu expérimentes ce qu'ils t'ont dit les nutritionnistes, et puis au bout de 6 mois, tu vois si ça t'a donné, tu auras un peu de recul.
Ouais, c'est vachement passionnant. Et j'avais une autre question. Je ne sais pas si tu connais l'hormèse, la loi de l'hormèse. Rapidement, rappelle-moi. Rapidement. En fait, Ouais. tu sais, ça consiste à mettre son corps dans un stress très court et intense. Donc, typiquement, ça va passer par des respirations puissantes. Par exemple, la respiration Wim Hof, je ne sais pas si tu connais. La douche froide, les expositions au froid, l'exercice physique intense ou encore le jeûne. Et en fait, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur mes réseaux, tout ça, parce que c'est quelque chose qui permet de renforcer le corps, de renforcer le mental. Et c'est quelque chose que je vais faire tous les jours. Là, en ce moment, ma routine du matin, le matin, je me lève, je fais le gratte-langue, je bois de l'eau chaude avec un petit peu de gingembre. Et puis, je me fais la respiration Wim Hof. Et ensuite, je prends ma douche froide. Et la douche froide, par exemple, tu vois, c'est une pratique que je fais depuis 3 ans. Et en fait, je suis un Vata. Et du coup, je me dis, euh, qu'est-ce que dit l'Ayurveda? Qu'est-ce que pense de l'Ayurveda de ce genre de pratiques qui sont quand même assez stressants pour l'organisme, bien que ça peut créer du renforcement et de l'adaptation? Est-ce qu'il faudrait encore une fois, peut-être que je suis dans l'erreur de faire des douches froides alors que je suis un Vata et que je suis quelqu'un de déjà frileux? Qu'est-ce que tu penses de tout ce genre de pratique? Alors, encore une fois, il n'y a pas de bien et de mauvais. C'est rigolo parce que j'ai tourné il n'y a pas longtemps une vidéo sur le Wim Hof, justement, et elle va être publiée dans pas longtemps sur Ah, ma chaîne. génial. En fait, il y a pas de bon et de mauvais. Toujours adapté à la personne. Douche froide pour donner à une personne vata qui est frileux, c'est logique, c'est pas bon. Ok. Des principes de l'Ayurveda, c'est le contraire. Quand tu donnes le contraire d'une qualité, tu vas apaiser la situation. Quand tu donnes plus de la même qualité, tu vas l'augmenter. Donc, si tu as froid et que tu donnes du chaud, ça va t'apaiser la froideur. Si tu donnes du froid et que tu mets du froid par-dessus, ben, ça va augmenter. Qu'est-ce qui se passe avec cette douche froide, surtout avec l'application de la respiration humaine? Donc, tu te mets dans un état de conscience autre. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, l'impact sur ton corps et sur ton mental, il ne sera pas le même. OK? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand tu mets du froid à l'extérieur du corps? En fait, ça, c'est bien décrit dans les textes par rapport à l'été et l'hiver. En fait, l'hiver, et donc avec la douche froide, c'est pareil. Il y a le froid qui vient des extrémités. Donc, on va avoir froid au nez, on va avoir froid aux extrémités. Et la chaleur, elle va se concentrer à l'intérieur pour protéger justement les organes et pour que le corps continue à fonctionner. Ce qui va faire que les organes internes ils vont être beaucoup plus puissants. Le feu digestif va être beaucoup plus puissant. Donc, c'est pour ça qu'en hiver, on peut manger des raclettes, on peut manger plus lourd. En tout cas, traditionnellement, dans les montagnes où il fait vraiment froid, parce que moi, je suis par exemple à Marseille, il ne fait pas vraiment froid pour pouvoir manger une raclette, mais dans les endroits où il faut vraiment froid, le feu digestif il est augmenté et donc on a une capacité digestive qui est plus puissante qu'en été. Donc, ça, c'est l'explication en Ayurveda. Le fait de faire ces douches froides, ça va faire que l'énergie, elle va se concentrer à l'intérieur. Et après, la douche, tu vas avoir une sensation de plus de chaleur parce que c'est toujours une comparaison. On est toujours dans... c'est pas que le froid, il est froid parce qu'il est froid. Le froid, il est toujours froid en comparaison avec quelque chose qui est moins froide ou plus chaude. Donc, une fois que tu arrêtes la douche froide, mais si l'air à l'extérieur, il est pas froid, mais tu vas avoir une sensation de chaleur. Et ça, c'est Hmm. positif pour le vata. Quoi que ce soit comme changement drastique, choc, ça va brusquer le vata. Le vata, il se déséquilibre tout le temps, toute la journée, tout au long de la journée. On va faire pipi, il y a eu un changement dans le corps, le vata, il s'est déséquilibré. Quand on fait pipi et à la fin du pipi, il y a une sensation de quelque chose qui remonte, ça, c'est le vata qui s'est déséquilibré. Et après, il se rééquilibre à nouveau. Donc, le vata, il se déséquilibre dès qu'il y a un changement. Plus gros il est le changement, plus le vata, il se déséquilibre. Il y a très souvent des personnes qui développent des problèmes, des problèmes graves, des maladies, suite à un choc émotionnel. Parce que le vata, c'est tellement parti en live que du coup, il y a des maladies qui étaient déjà prédisposées dans le corps, mais ça s'est déclenché à ce moment-là, parce que le vata, il a été déséquilibré. Donc, euh, est-ce que les techniques comme le Wim Hof et la douche froide, c'est conseillé ou pas?
Ça dépend. Ça dépend de la constitution de la personne et ça dépend de la vie et de la phase de la vie de la personne. Donc là, toi, on a dit on part du principe que tu es Vata Kapha. Donc tu as une composante Vata qui est importante. OK. Tu es équilibré, on dirait. Tu es en bonne santé. Tu n'as pas de maladie. Ton Vata, il n'est pas déséquilibré plus que ça. Tu as une hygiène de vie irréprochable. Donc, quand on a une hygiène de vie comme ça équilibre énormément le Vata. Et en plus, tu n'es pas un Vata pur, tu es un Kapha. Le Kapha, c'est ceux qui ont le plus une meilleure immunité, si on peut dire comme ça. Donc, vas-y, ça va faire que renforcer ton système immunitaire. Ça va renforcer ton feu digestif. Ça va du coup éliminer ton ama, donc toute éventuelle toxine, etc. Tu as t'as un bon bal, hein, une bonne force pour tenir tous ces déséquilibres de Vata. Parce qu'après, tu vas te rééquilibrer rapidement. Il ne faut pas que les déséquilibres soient tellement importants qu'après, le Vata ne puisse pas se rééquilibrer. Mais le fait de promouvoir ça dans tes réseaux, tu vas peut-être tomber sur des personnes qui sont comme toi, mais qui ont un Vata qui est déséquilibré. Okay. Donc, c'est bien de promouvoir ces techniques parce que c'est des techniques qui sont salutaires. Mais il faut toujours dire derrière, il faut être bien. Parce que si la personne est là, un déséquilibre de base, qu'elle a un syndrome de Raynaud, qu'elle est dans une anxiété, presque en train de faire un burn-out, par exemple, et qu'elle se dit, je suis trop fatiguée, je vais commencer à faire des douches froides, alors qu'elle est déjà limite, ça va déclencher la maladie. Ouais. Parce que son Vata, il va pas avoir la force vitale, le bal, et le Vata, il va pas pouvoir se rééquilibrer après ce choc, entre guillemets. Tu vois? Donc, dans les samhitas, dans les textes ayurvédiques, on n'a pas une promotion de la douche froide. Pourquoi? Parce que tout au long des samhitas, le sujet, c'est on va apaiser le Vata dosha. Dans la Charaka Samhita, on a tout un chapitre sur le Vata. On n'a pas sur le Pitta et sur le Kapha. Parce que le Vata, dès qu'il est déséquilibré, c'est très compliqué. À partir du moment qu'il est déséquilibré, tout est instable. Parce que c'est le roi des doshas, c'est ça? Pardon? On dit que c'est le roi des doshas, le Vata. On peut dire comme ça. J'avais jamais entendu cette expression, mais on peut dire ça comme ça. S'il est déséquilibré, c'est très difficile de rétablir l'équilibre des deux autres, enfin, voire impossible. Donc, on est toujours dans les samhitas en train de promouvoir la détente et l'équilibre du Vata. Donc, la douche froide, de principe, on va dire, ça va déséquilibrer le Vata. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir écrit noir sur blanc, faites des douches froides. Mais si on comprend l'Ayurveda, si on comprend la logique qui est derrière, on peut se dire que oui, c'est salutaire. Moi, j'ai un ami qui a eu une leucémie, donc je l'ai connu quand il était vraiment mal, et puis il a développé pas mal ça, il a pris sa chimio microdosée, etc. Donc ça fait des années, ça va mieux. Et là, depuis un an, il se fait des douches froides. Donc il a commencé à faire ça au moment de sa maladie où ça allait beaucoup mieux. Et là, il est beaucoup moins frileux qu'avant, alors que c'est un bon Vata, quoi. Il va beaucoup mieux et ça ne le fait que du bien dans son cas. Mais il l'a fait au bon moment. Il l'aurait fait il y a 10 ans quand on s'est rencontrés, où il était au plus mal dans sa maladie. D'ailleurs, il a fait des choses. Il est parti en Inde, en clinique ayurvédique, on l'a fait en Panchakarma. Panchakarma, c'est des détox, mais très profonds du corps qu'ils font en clinique ayurvédique en Inde. Donc, on va jusqu'au vomissement thérapeutique, des choses qui sont très lourdes et qui déséquilibrent forcément beaucoup le Vata. Mais l'idée, c'est d'éliminer toutes les toxines, tous les doshas qui sont ici, en fait. Et donc, il a fait ça. C'était pas bon pour lui. À mon avis, C'était pas bon du tout. Il n'était pas prêt pour ça. Et les médecins là-bas, dans la clinique où il était, ils l'ont pas vu. Mais voilà, c'est toujours par rapport à qu'est-ce qu'on fait, à qui, à quel moment. Voilà, pour toi, j'ai l'impression que c'est très bien. Donc forcément, c'est ça qui se passe sur les réseaux, c'est qu'on expérimente une chose pour nous. À titre individuel, ça a bien marché pour nous et du coup, on a envie de parler à tout le monde. C'est ce qui se passe avec le jeune, avec tout ça. Mais c'est pas bon pour tout le monde. Ça ne peut pas l'être. Si on comprend la vie telle qu'elle est, il ne peut pas avoir une chose qui est bonne pour tout le monde. Ça n'existe pas. C'est ce que j'ai compris par la suite. C'est une approche holistique comme tu le décris depuis le début, c'est que
c'est pas, il n'y a rien de miracle en fait, il y a pas de pratique qui va être excellente pour tout le monde. C'est comme pour le jeûne, par moment, j'ai fait le jeûne intermittent, ça m'allait très bien. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à me fatiguer, donc après, j'ai arrêté. Et tout est en fonction des saisons, de notre humeur du moment, de là où on habite, etc. Et du coup, j'avais une autre question, parce que l'Ayurveda, bon, c'est une pratique qui est exercée en Inde. Est-ce que ça peut s'adapter on peut adapter l'Ayurveda partout dans le monde, sachant que les principes, ce qu'il y a dans les textes, c'est fait pour les Indiens, clairement, mais que là-bas, Non, Non, pas du tout? Ah, ok, non. d'accord. Parce que je pensais que c'était adapté au climat, parce que là-bas, il fait très chaud, ils ont peut-être pas d'hiver, donc il y a peut-être des choses qui s'appliquent ou pas. Alors, euh, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, la Ouais. première question, c'est l'Ayurveda et au-delà des textes. En fait, l'Ayurveda, de base, elle était transmise oralement. On ne l'écrivait pas. Parce qu'à partir du moment que tu écris quelque chose, tu la figes et c'est plus évolutif. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas dater exactement l'Ayurveda. Les premiers textes qui ont apparu, ils sont datés de 5000, 7000 ans. C'est par rapport au style de sanskrit qui a été écrit à l'époque. Et c'est comme ça qu'on l'a daté. Mais du coup, l'Ayurveda est précède. Au moment que ça a été écrit par des humains, okay, notamment la Charaka Samhita, c'est par Agnivesh, donc c'est un disciple de Trayapurnavasa. Et lui, il a rédigé en fonction de la culture où il était, du climat où il a été. Donc, il a rédigé le traité sous forme de questions-réponses avec son gourou et des colloques avec d'autres médecins. Et il a écrit avec beaucoup de biais, enfin, je ne sais pas si c'est des biais qu'on peut dire, mais il a écrit ça dans une culture indienne de l'époque où la femme, elle vaut rien. L'Ayurveda, c'est pour des médecins hommes. Ou, comme tu dis, c'est écrit dans un climat, dans l'Inde où il y avait 6 saisons. Il y en a toujours 6 saisons, alors que nous, on a 4. Et donc, il y a tout ça. Donc, si on dit qu'il faut appliquer l'Ayurveda de façon dogmatique, noir sur blanc, comme c'est dans les textes, ben là déjà, moi, je ne peux pas exercer parce que je suis une femme. Déjà. D'accord. Tu vois jamais des considérations envers le vagin, par exemple, alors que tu as plein de trucs sur le pénis. Donc, mais après, si on comprend qu'est-ce que c'est l'Ayurveda de base, et tu vas pouvoir adapter. Et tu vas adapter notamment les textes. OK? Donc, dans les textes, on a la description de qu'est-ce que c'est chaque saison, par exemple. Chaque saison, chacune des 6 saisons qu'il y a en Inde. Et tu vas pouvoir faire le parallèle entre ces saisons qui sont décrites là et ce que nous, on vit, nous. OK? Et parce qu'on comprend ça, on comprend aussi que même en Inde, les 6 saisons, elles ne sont pas présentes toujours de la même façon. Il y a des endroits en Inde où il n'y a que 2 saisons. Et chez nous, on peut dire qu'il y a 4 saisons, mais les 4 saisons que j'ai ici à Marseille, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Bretagne. Bien sûr. Donc, de dire, encore une fois, si on applique l'Ayurveda de façon dogmatique, on dit, mais toi, tu es Vata Kapha, mais il faut faire ci, il faut faire ça. C'est telle saison, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est l'application dogmatique. Si on comprend et on réfléchit, on va toujours regarder les gunas. Ça, c'est une des bases. Donc, je n'ai pas parlé des bases d'Ayurveda, mais je pense que j'ai déjà assez expliqué. Mais il y a une des choses de base qu'on regarde, c'est les gunas. On va toujours regarder les caractéristiques de toute chose. On va regarder la caractéristique de la personne. Par exemple, je te disais, toi, tu es sec. Donc, ça, c'est sécheresse. C'est une caractéristique de Vata. Donc, toujours, on va regarder les caractéristiques et les saisons, elles vont avoir des caractéristiques. Donc, en fonction de la caractéristique de la saison, on va appliquer des choses. OK? Ça, c'est une chose. Donc, c'est l'adaptation. Et puis, c'est les recettes. En fait, il faut voir que là où l'Ayurveda il a plus été développé, c'est en Inde. Parce que ça vient du pied des Himalayas. C'est là où ça a été plus développé. C'est là où aujourd'hui c'est enseigné en université. Puis, en fait, ça a été pas mal ramené aux États-Unis. Après, en Amérique du Sud, où il y a à peu près le même climat, donc les choses, elles ont été adaptées comme ci, comme ça. Et là, ça arrive chez nous, mais c'est tout récent, ici en Europe. Donc, c'est tout récent. Donc, il y a énormément de travail à faire. Parce qu'une chose, c'est les samhitas, c'est les textes.
il faut déjà comprendre que les textes, ça vaut ce que ça vaut. C'est très important. Je pense que c'est énorme ce que ces personnes, ce qu'on peut obtenir aujourd'hui comme information, c'est surtout grâce à ces textes. Mais il ne faut pas oublier que ces textes, à partir du moment où ils ont été écrits, ils ont été figés. Et qu'il y a quelque chose qui précède avant. Donc, comme il dit Lionel, c'est mon médecin ayurvédique, vous pouvez le consulter, il est à Grenoble. Enfin, je ne sais pas s'il prend toujours des nouveaux patients, mais nouveaux clients, pardon. Mais lui, il exprime que la connaissance qu'on avait autrefois était beaucoup supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est presque dans les prémices, on essaye de comprendre, d'interpréter les textes à la façon comme on peut. Mais dans la Charaka Samhita, c'est très, très clairement dit. Il y a 2 phrases. Atraya Purnavas, donc c'est le gourou, il dit 2 phrases et il dit ça, pour le bon médecin, ça suffit. Et donc tout le reste du livre, et tout le reste des considérations, c'est pour les mauvais médecins, donc c'est pour nous qui essayons de comprendre. Ouais. Essayons de comprendre et qu'on a besoin de cette classification des doshas, on a besoin de cette compréhension pour essayer de comprendre le corps. Mais la connaissance, elle est là en fait. Et les bons médecins, ils savent en fait. Par une méthode ou par une autre, il y en a qui font, il y a les traditions de Nadibab qui font la lecture de pouls. Donc, ceux qui touchent le pouls, ils savent. Il y en a ceux qui ont la science infusée, donc eux, ils savent. Et bien, après, il y a nous. Mais nous, on ne sait pas trop. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a encore de ces grands médecins qui savent. Mais c'est décrit dans les textes que cette connaissance, elle vient de ces grands médecins. Et par exemple, Mateusz, alors moi j'ai une formation gratuite de lecture et interprétation des textes ayurvédiques dans ma chaîne YouTube. Oui, que je fais. Voilà. Et donc, on commence toujours par le Ragadirogan. Le Ragadirogan, c'est 2 shlokas où on remercie en fait à tous ces grands Vaidya, à tous ces Apurva Vaidya, ces grands Vaidya qui ont réussi à avoir cette connaissance, qui nous ont transmis cette connaissance. Et c'est ces grands Vaidya qui ont réussi à tuer toutes les mauvaises choses, toute la colère, tous ces mauvais sentiments, en fait, sont purs. En gros, ce qu'il dit, le Ragadirogan, c'est on remercie la transmission de ces grands médecins qui sont tellement purs et qui nous ont permis de savoir, d'obtenir ce savoir. Voilà, donc moi je suis tout à fait alignée avec ça. Moi, j'ai l'impression que l'être humain, il a perdu beaucoup en conscience. Ça reste de l'ordre de la croyance, parce que je ne peux pas le prouver. C'est comme presque l'Ayurveda. Toute l'Ayurveda, on ne peut pas prouver. On ne peut pas prouver que Vata, Pitta, donc ça reste un peu dans le domaine de la croyance. On voit un fonctionnement, on voit une physiologie, on voit qu'il y a des choses qui marchent, donc on accorde notre croyance, mais ça reste le domaine de la croyance. Mais moi, quand j'observe les choses les constructions des Mayas, par exemple, moi, j'ai l'impression que l'être humain, il a pu être capable de faire des choses tellement plus grandes que ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, j'y crois en tout cas. J'y crois aussi, ouais. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas et en fin de compte, je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe notre dharma ou peu importe ce qu'on fait, on est tous perdus et il n'y a personne qui détient la vérité. Dans tous les cas, on va mourir sans savoir, en fait, pourquoi on est là, en fait. On ne sait pas. C'est un peu ce qu'il dit Sadhguru, je l'ai beaucoup apprécié son livre. Il dit en fait, est-ce que tu sais où est la gauche, la droite, le haut, le bas dans l'univers? On ne sait rien en fait. On sait même pas ce qu'on fait. En fait, tout ce qu'on va faire, on est un peu perdu. Donc après, tout est une question de croyance. Chacun s'adapte à ce qui lui plaît, à ce qui lui convient. Et en fait, c'est un travail sur soi qui est jusqu'à la fin de sa vie. En fait, comme tu dis, tu es thérapeute en Ayurveda, tu enseignes, tu as une école, etc. Mais même toi, tu es encore une élève et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est intéressant parce que une personne qui se dit, moi je sais tout, moi je sais pourquoi je suis sur cette terre,
je sais ci, je sais ça. En fait, elle arrête d'apprendre. Et c'est ça que je trouve beau dans la vie, c'est que on est toujours en train d'apprendre, c'est génial. Tout à Euh, fait. ouais. J'ai encore quelques questions, ça fait presque 1 heure et demie. Je voulais savoir comment l'Ayurveda peut aider les gens qui, tu vois, dans ce mode de vie, dans cette société qui est vraiment frénétique, toujours en train de courir à droite à gauche, avec la situation actuelle sanitaire qui stresse beaucoup les personnes, tu vois, ce monde anxiogène, l'incertitude du futur. Comment est-ce que l'Ayurveda peut, soit par l'alimentation, par des rituels, etc., comment ça peut vraiment calmer la personne et apprendre à se recentrer pour mieux faire face à la vie? Alors là, je pense que on est plus dans le domaine du mental et de l'esprit. Donc, en fait, l'alimentation, elle marche très bien pour tout ce qui est physiologique, physique. Et c'est pas comme on peut pas séparer absolument parce que Hmm. l'alimentation va avoir un impact aussi sur ça. Mais d'un point de vue thérapeutique en clinique, on est plus dans l'hygiène de vie pour avoir une réponse à ces choses-là. Donc, la première chose, c'est face à l'incertitude de la vie, c'est d'accepter que la vie, elle est incertaine. Euh, Ça, c'est un mode de vie, c'est un paradigme. Pourquoi est-ce que le Covid, il a eu des réactions? Eu des réactions, point. Alors, il y a des personnes qui ont très bien vécu, il y a des personnes qui ont très mal vécu. Qu'est-ce qui change? Il change, c'est le mindset qui change. Voilà. C'est la perception de la vie et c'est ce dont on avait besoin. OK? Ça arrive, alors les explications de pourquoi le Covid est arrivé, il y en a plein de personnes qui l'expliquent, surtout les Jyotish, ils expliquent la position des planètes, etc. Mais en fait, ça montre juste une chose, c'est que la vie, elle est incertaine. Ouais. Et donc, euh, la première chose, c'est de l'accepter. Et c'est tout le truc de l'Ayurveda, c'est de comprendre que cette vie, cette Ayuru, c'est pas une ligne constante, ça change tout le temps. Et les personnes qui ont mal vécu le Covid, c'est les personnes qui n'ont pas compris ça. C'est les personnes qui disent, alors ici à Marseille, ça change tout le temps parce qu'il suffit un coup de Mistral que la météo change complètement. Et moi, je me rappelle quand j'étais salariée, dès qu'il y avait un truc comme ça, les personnes disaient, oh, je ne sais plus comment m'habiller. C'est Je vrai. sais pas comment m'habiller. On est le printemps alors qu'il fait froid. Et c'est tout le temps, les gens ils disaient ça. Alors que ça suffit d'ouvrir la fenêtre, mettre le bout de nez dehors et voir quelle est la météo aujourd'hui. Ça suffit que de ça. Et donc, on est devenu dans notre mode de vie occidental, dans un truc où on dit, la vie, c'est ça. J'ai besoin d'avoir un tel travail. Si je travaille les week-ends, c'est bien. Si j'ai tant de salaire, c'est bien. Si je travaille pas les week-ends, c'est bien, par exemple. On s'imaginait un truc qu'on a eu par forcément nos conditionnements, notre éducation, ce qu'on voit autour de nous. Et on a décidé que c'est comme ça. Et parce que c'est le printemps, il faut que ça fleurisse, il faut que ça soit comme ça. Euh, et on n'est plus en contact avec l'extérieur parce que c'est Hmm. comme si on savait comment la vie, elle devrait être. Et la vie, elle n'est pas comme elle devrait être. La vie, elle change tout le temps. Et ça, c'est le premier enseignement, c'est d'accepter la vie comme elle est, sans se laisser euh, emportonner par ça. Là j'ai une image enfin, un événement qui me vient. J'ai une copine médecin que j'ai aidée à l'époque, en fait, quand je suis tombée enceinte. Et à l'époque, mon compagnon m'avait proposé d'arrêter de travailler pour m'occuper des enfants. Donc, pendant un certain temps, j'ai réfléchi à ça, jusqu'à me dire que non, mon dharma, il fallait absolument que je continue à travailler. Mais, euh, mais voilà. Et à l'époque, cette copine, elle avait 3 enfants. La première est décédée de cancer à 2 ans. Le deuxième, il s'est arrêté de parler quand la première est décédée et s'est avéré plus tard qu'il était autiste. Et la troisième est normale, heureusement. Et en fait, elle m'a dit, comme ça, elle m'a dit, Rita, tu me connais, je connais un peu ma vie, et moi, je sais qu'à n'importe quel moment, la vie, elle peut basculer. Donc, je te souhaite tout de mieux, mais imagine que Jérôme, enfin, Jérôme, c'est mon compagnon, que vous vous séparez au même pas que, voilà,
que demain, il a un accident. Et toi, quoi? Avec un enfant, sans travail. Donc, elle m'avait fait réfléchir au côté matériel, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quand tout va bien, on n'y pense pas. Bien sûr. Et c'est ça, c'est de se dire, et c'est d'être quelque part prêt à accepter, pas forcément qu'on doit travailler, c'est pas pour ça que j'ai continué à travailler, mais ça m'avait fait réfléchir. Ça m'avait fait réfléchir que même si je ne travaille pas, il faut que j'aie une sécurité derrière, par exemple. Et cette sécurité, si on ne l'a pas, d'accepter qu'on ne l'a pas. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est qu'on croyait qu'on avait, enfin beaucoup de monde, moi je l'ai bien vécu, mais beaucoup de monde croyait qu'il avait une certaine sécurité. J'ai un ami qui l'a très très mal vécu parce que par rapport au projet qu'il avait au niveau du travail, il a perdu financièrement l'équivalent d'une maison, l'équivalent financier d'une maison. Et il disait ça, il se répétait ça. Et, euh, et c'est malheureux pour lui. Euh, mais c'est la vie en fait. C'est ça, Et, ouais. et si c'est venu, donc la première chose, c'est d'accepter que c'est comme ça. Et l'autre chose, c'est, en tout cas moi, à un titre personnel, ça m'apaise, c'est de faire confiance à la vie. C'est que si c'est arrivé, c'est pour une bonne chose. Tout à C'est qu'il y fait. a des choses à vivre, Ouais. même quand il y a des séparations qui sont douloureuses, quand il y a des décès, quand il y a des choses qui sont douloureuses, c'est très difficile à voir le côté positif, mais on a faire confiance à la vie. Alors pour les personnes qui sont religieuses, qui croient en Dieu, c'est plus facile. Pour les personnes qui ne le font pas, c'est plus facile ce que j'observe, hein, c'est plus facile de croire et de se dévouer en Dieu, quoi qu'il soit, qu'on soit musulman, qu'on soit catholique, qu'on soit hindou. Moi, ce que je vérifie, c'est que les personnes, elles ont plus de facilité à se dévouer à un gourou ou à un Dieu que de faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est parfois plus difficile. Il demande plus de connexion, Ouais, je vois. mais Tout à c'est fait. possible. Ouais. Et tu vois, c'est pour te parler un petit peu de mon parcours. Tu vois, à mes 18 ans, j'ai perdu mon père. En fait, il s'est suicidé. Et ça a été l'événement le plus douloureux de ma vie. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon passé, je me dis, ça a été l'événement le plus salvateur. C'est ce qui m'a vraiment permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et sans cet événement-là, sans le décès de mon père, je serais potentiellement pas cette personne qui s'est autant développée, qui a autant travaillé sur lui, qui a ce goût à reprendre sa vie en main, tu vois. Donc, en définitive, c'est toute une question de perception. J'aurais pu me laisser abattre par ça. J'aurais pu, euh, j'aurais pu dire, de toute façon, j'ai pas de chance, et tomber dans la drogue, tomber très bas. Mais j'ai choisi de me relever, d'aller de l'avant et de me dire, bah, de toute façon, la vie, elle continue. Et tu vois, c'est ce que j'ai vu, c'était le lendemain de sa perte. J'étais dehors et je voyais en fait que le monde n'avait pas changé. Tu vois, tout était normal, rien n'avait changé et j'étais là et je me disais, bah, en fait, il n'y a rien qu'à changer. En fait, enfin, le monde continue de tourner. Donc, fais de même, en fait, la vie continue et va de l'avant. Et en fait, c'est juste une question de perception. Et il y a aussi, après, par la suite, dans mes lectures, il y a beaucoup la philosophie stoïcienne qui m'a aidé, que je continue de lire encore et encore un petit peu tous les jours pour vraiment travailler ce côté de il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et accepter que demain, en fait, tout ce qu'on a, voilà, peut-être le confort que j'ai, bah, demain, je peux le perdre. Demain, je peux perdre ma mère. Des fois, ça m'arrive des fois de me dire, tiens, si demain, tu avais ton grand-père qui partait ou tu avais un de tes frères qui partait, d'essayer d'imaginer un scénario. Et c'est pas un truc péjoratif, c'est une préparation mentale de me dire, voilà ce qui peut arriver dans la vie et je veux être prêt à ça, en fait. Et c'est aussi pour ça, d'une certaine manière, que je travaille autant avec tu vois, les douches froides, l'activité physique, d'être dans le renforcement, d'être prêt, en fait. Être prêt pour ce qui peut arriver parce que, comme tu le dis, en fait, tout est changement et l'incertitude, c'est la vie aussi. Ouais, c'est beau. Je ne savais pas, mais c'est beau. Voilà. On a tous, mais quand on est des thérapeutes, ça part toujours de se soigner soi. Donc, en Ouais. général, on a tous un peu des traumas, des choses qui nous ont fait basculer, qui nous ont fait chercher à se soigner soi, en fait, Hmm. en priorité. C'est ça. C'est Mm. ça. Et, et d'ailleurs, je voulais savoir avec toi comment ça se passe une consultation. Est-ce que tu as une école?
comment tu formes les gens pour ceux qui veulent se faire former avec toi? Comment ça se passe un petit peu? Alors, là, j'ai arrêté tous les soins et massages ayurvédiques parce que je ne peux pas continuer à faire tout. Donc là, je continue les consultations. Les consultations, c'est 1 heure et demie, ça dure environ la première et 1 heure les suivis. Donc justement, dans la première consultation, je pose beaucoup de questions. J'essaie de voir la personne. Donc la plupart, je fais en visio. Donc on n'a pas le toucher, c'est dommage parce que du coup, je ne peux pas lire le pouls. Mais du coup, j'analyse le visage, je demande des photos du visage, de la main, des ongles, de la langue, donc des parties comme ça très flagrantes. Et du coup, ça se passe sous forme de discussion. Donc, alors, il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup, donc ça ressemble plus à un interrogatoire. Mais sinon, normalement, c'est vraiment sous forme de discussion. Et les gens, ils me disent les choses sans que j'aie besoin de les demander. En général, ce que je demande, c'est toujours le caca, le pipi caca, parce que ça, les gens n'y parlent pas. Il y en a un paquet de personnes qui ne regardent pas. Mais ça, c'est très important pour nous, parce que ça nous donne la notion de comment fonctionne le koshta, le système digestif. Et à la fin, donc, j'établis une conclusion que je ne dis pas forcément à la personne. Donc, soit au fur et à mesure que la personne me dit, je dis, je pense que vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Et à la fin, je donne un ensemble de conseils en hygiène de vie et en alimentation, éventuellement des compléments alimentaires, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Et j'envoie tout ça par mail. Donc, ça fait un compte rendu de 3-4 pages à peu près. Il y a toujours 3 priorités, parce que c'est difficile de changer les habitudes. Donc, j'établis toujours 3 priorités, les choses qui sont plus faciles. Donc ça, c'est une négociation avec la personne. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire aujourd'hui? Et dans ce qu'elle est prête à faire, je sélectionne les 3 choses qui vont avoir un impact plus rapide. Parce qu'en fait, une fois qu'on a une amélioration de sa santé, là, on est motivé pour continuer. Oui, alors voilà, les consultations et après les formations, c'est à part. Donc, j'ai 2 statuts aujourd'hui. Donc, j'ai le statut cabinet où je fais les consultations. Et après, j'ai créé une école de formation professionnelle. Donc, le but, c'est de professionnaliser l'Ayurveda en France. Donc, c'est un peu le but de cette école. Donc là, j'ai lancé une première formation. C'est une petite formation de 4 mois que sur la nutrition ayurvédique. Donc, c'est vraiment pour former. Alors là, celle-ci, elle est plus dédiée aux personnes qui font déjà d'autres choses. Par exemple, des nutritionnistes, des naturopathes qui veulent avoir l'approche en Ayurveda. Donc, c'est une petite formation. Et là, en septembre, on démarre un cursus de 3 ans où on peut faire juste la première année ou à la fin de la première année, s'inscrire pour la deuxième et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une formation en 3 ans où on va tout... c'est beaucoup plus complet. Donc, il n'y a pas que la nutrition, il y a la psychologie ayurvédique, il y a la dinacharya, il y a l'hygiène de vie. Et après, on va étudier aussi les plantes. C'est une formation que j'appelle un naturopathie ayurvédique, c'est-à-dire que dans la deuxième ou troisième année, en plus des plantes ayurvédiques, on va voir aussi les plantes locales, l'aromathérapie, la micronutrition, certaines notions qu'on a en naturopathie et qu'on n'a pas forcément en Ayurveda, mais que je trouve qu'il y a pas mal d'impact en cabinet, donc j'ai voulu ajouter ça. Donc, la petite formation, je suis toute seule, je suis la formatrice. Pour la grande formation, il y a des médecins ayurvédiques qui vont intervenir aussi. Wow. Donc, chacun, par exemple, le Kalyan, il fera tout ce qui est le Dravyaguna, donc la spécialité des plantes. Il y a une autre personne qui va faire les cours de Nadi Pariksha. Voilà. Donc, c'est la petite formation, c'est une formation en ligne. Et la grande, c'est un mixte présentiel et en ligne. Okay. Voilà, tout ce qui est théorique, c'est en ligne. Et après, les lectures de pouls et des choses comme ça, on va faire sous forme de retraite. D'accord. Ah, c'est génial. Ouais. Et il y a un lien, tu as un site internet si les gens ils sont intéressés pour faire une école? Pour T'as un l'école, lien? c'est www.ayurnaturformation.com. Je t'enverrai peut-être le lien Oui, si tu veux le mettre. je le mettrai dans la description, toutes tes ressources d'ailleurs. Comme ça, les gens, s'ils veulent faire une consultation avec toi, ils pourront retrouver. Oui, voilà. Voilà. Par contre, du coup, pour la petite formation, il n'y a plus de place, c'est complet. Et la formation de septembre, je n'ai pas encore ouvert les inscriptions, mais ça D'accord, viendra. ça marche. Et dernière question,
Je suis assez centré sur les prochaines générations parce que c'est un petit peu le futur de l'humanité. Quel conseil tu aimerais leur donner aux jeunes générations et quelle marque tu aimerais laisser sur cette planète quand voilà, à la fin de ta vie, tu te dis voilà ce que j'ai envie de laisser au monde. Quel message tu as envie de laisser au monde et aux jeunes en particulier? Alors, les jeunes, on peut dire beaucoup de choses aux jeunes, mais je pense qu'en lien avec cette interview, ce que l'Ayurveda il peut apporter, c'est cette qualité de présence, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, avec le Covid et les conséquences, si on peut dire comme ça, du Covid, ce qui est venu derrière. On est amené à faire des choix importants dans sa vie. Ça arrive tout le temps, mais le Covid, c'est un bon exemple. Euh, et en fait, il faut trouver sa vérité, parce que comme tu disais plus tôt dans cette interview, il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas une réponse qui est égale pour tout le monde. Donc, il faut trouver sa propre vérité. Essayez pas de ne pas juger les autres face à leur choix. Donc, c'est important de se connaître et de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut apporter nous-mêmes pour soi-même et pour les autres. Et donc ça, c'est une qualité de présence qu'on doit développer et qui n'est pas trop pris en compte dans notre vie aujourd'hui, dans notre mode de vie occidental. Donc c'est de se dire qui je suis, comment je suis, euh, qu'est-ce qui me semble cohérent ou pas face à ce que j'écoute, face à ce qu'on me dit, comment est-ce que j'ai envie de me positionner. Et avant de parler, écouter et essayer de laisser la liberté des personnes s'exprimer face à leur propre choix, parce que ça nous permet beaucoup de faire un choix pour soi. Très souvent, quand on fait des discussions, notamment en politique et des choses comme ça, on a déjà un point de vue quand on arrive sur une discussion. On a un point de vue et conscient ou inconsciemment, on veut prouver notre point de vue. Donc, on a préparé un argumentaire. Et du coup, quand on vient dans une discussion comme ça, on n'est pas à l'écoute. Parce qu'on veut, avant d'écouter, on veut faire exprimer sa voix et après, ça se mélange avec notre propre ego. Donc, si la personne, elle dit quelque chose contre notre parole, c'est presque si c'est contre nous et pas contre nos idées, alors qu'on n'est pas nos idées. Mais en fait, c'est essayer de prendre de recul sur tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez et voir qu'est-ce qui vous parle le plus dans votre cœur, dans votre intuition, qu'est-ce qui vous semble le plus cohérent avec vous-même, avec ce que vous avez pu observer, écouter. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est développer votre qualité de présence, d'écoute et d'agir en fonction, surtout. Magnifique. Et voilà, et mon empreinte, alors qu'est-ce que moi je veux moi je veux travailler sur moi-même déjà, parce que j'ai beaucoup évolué, je trouve, mais j'ai encore énormément de choses à améliorer en tant que personne. Et je pense que pour mon dharma, je pense que je m'aligne de plus en plus avec mon dharma. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la transmission. Donc, c'est un peu ça que je veux laisser sur Terre et c'est pour ça que je veux professionnaliser. Donc, j'ai des objectifs à court, moyen et long terme avec ce que je veux faire aujourd'hui. C'est pour ça que je m'entoure des bonnes personnes et j'ai la chance d'avoir des bons médecins ayurvédiques qui veulent collaborer dans ce sens. Donc, je veux vraiment aller dans la professionnalisation et dans la compréhension clinique. Et après, envers le monde, j'ai un autre rôle très important qu'on n'a pas parlé ici, où je suis beaucoup plus indispensable que dans l'Ayurveda, c'est mon rôle de maman. Et donc là, je veux faire vraiment de mon mieux pour transmettre à mon enfant comment je vois le monde. Pour que lui, il arrive à... Et c'est difficile hein, en tant que parent, de apprendre à son enfant à, d'un côté, être capable de rentrer dans un moule sociétaire pour qu'il puisse être épanoui et heureux, et ne pas se sentir en décalage par rapport aux autres, mais en même temps développer un sens où il se dit qu'il n'y a pas que ça, que c'est juste un angle de vision et
Et Et voilà. Donc savoir remettre les choses en question. Ouais. savoir remettre les choses en question et sans se remettre lui en question. Donc, c'est pas évident. Mais je pense que là, mon rôle pour les générations futures, c'est surtout là, parce que c'est mon fils qui va rester. Hmm. Si tout va bien, je l'espère en tout cas. Et voilà, il a 3 ans, donc il est trop petit encore. Mais, euh, mais c'est mon but. Et je pense que là, il y a des choses qu'on peut ancrer dans la matière où on peut améliorer le monde comme ça. Parce que c'est les personnes, les jeunes générations qui seront là et c'est elles qui vont Ouais, former le monde. bien sûr, bien sûr. Et tu vois, je suis d'accord avec toi parce que c'est un truc que j'en parle beaucoup aussi sur les réseaux, c'est la capacité à penser par soi-même et d'arrêter d'écouter bêtement, de prendre la béquille des médias, tu vois, d'avaler aveuglément tout ce qu'on dit. C'est pas parce qu'une personne elle a une blouse blanche ou une personne elle parle avec un costard cravate, avec un drapeau derrière elle, qu'il faut absolument croire à 100% tout ce qu'elle dit en fait. Et c'est Bouddha qui disait, je crois, remettez tout en question, même ce que je vais vous dire. Donc en fait, c'est toujours être dans ce truc de, ok, ouais, moi j'apprends quelque chose, tu vois, quelqu'un qui peut m'apprendre ou dans un bouquin, bah, je vais aller chercher l'information ailleurs pour voir autre chose, tu vois. Donc vraiment remettre en question et avoir l'esprit critique. Et beaucoup de gens aujourd'hui, je le vois, c'est malheureux, bah, ils ont perdu cet aspect-là. On leur dit de se faire vacciner 17 fois en un mois, ils le feraient. On avale tout ce qu'on voit sur les réseaux et je trouve ça malheureux que les gens bah, ne réfléchissent plus, hein, et c'est triste. C'est important aussi de respecter les choix de chacun parce qu'on n'est pas dans la peau, on ne connaît pas les Ouais. conditionnements, on ne connaît pas la vie des autres. Donc, tout, 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 tout choix, il est positif en fait parce que tout choix, il va te permettre de te mettre dans ton chemin. Quoi que ce soit la réaction. Mhm. Là, tu parles Ouais. des vaccins, mais c'est pour tout en fait. C'est pas que pour les vaccins, mais on se fait vacciner, on va avoir telle réaction. On ne se fait pas vacciner, on va avoir telle réaction. On ne sait pas en fait. Donc la vérité, elle appartient à chacun et sans aucun jugement, quoi. Vraiment. Et si la personne elle fait le mauvais choix en se vaccinant ou ne pas se vaccinant, euh, la vie, elle va faire en sorte de la remettre sur le droit chemin aussi. Et c'est OK. Et c'est OK, c'est la vie en fait. Ouais. Et c'est ni positif ni négatif, c'est ni il me manque le mot en français, punishment. Punition. C'est pas une punition. C'est la vie en fait, c'est cause-effet, c'est cause-effet, c'est pas positif ni négatif. C'est voilà, plus on s'écoute, plus on est dans son intuition, plus on connaît notre propre vérité. Si on ne l'écoute Ouais. pas, il y aura des conséquences, mais c'est OK. Voilà, je ne sais pas comment dire ça Non, mais c'est autrement. vrai, tu as raison en fait. Il y a pas à juger en fait. Mais moi, tu vois, des fois, je peux avoir encore tendance à projeter ma perception, mon jugement, alors en fin de compte, c'est neutre en fait. Dans- C'est je- difficile de ne pas juger aussi. C'est Moi très dur, aussi, je ouais. Ouais. juge. On juge tous, tout le temps, tout le monde. Hmm. On est humain. Mais si on prend ça en perspective, ça ne sert à rien de juger, en fait. C'est sûr. Qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça... Ce qui importe, c'est nous, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Les- les- C'est un peu égocentré de le dire, mais c'est vrai, hein. Nous, on a. Alors, j'ai parlé un petit peu du SAM qui a dans des étapes. Il y a une partie où on a Ahamkara avant la matérialité. Donc, Ahamkara, c'est notre âme quelque part, notre part de Purush individuelle. Donc, ça nous permet de savoir qu'on est individuel, mais ça nous oublie un petit peu. Ça permet la variété, ça permet que moi je sois Rita et que toi tu sois Dylan, mais ça empêche aussi de se rappeler qu'on est tous ensemble, en fait, qu'on vient tous Hmm. de Purush. Donc, en fait, on est tous connectés. Et en fait, dans ses choix, dans sa vérité, c'est ses choix à soi, ses choix de Hamkar, ses choix d'âme. Et donc ça, c'est mon choix et c'est pas le choix de quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, il peut avoir un autre choix qui n'est pas le même que le mien. Et je peux beau juger que ça va me faire du mal qu'à moi, en fait, de juger. Ouais, Je peux carrément. juger, encore une fois, à cause et effet. C'est difficile de ne pas juger, on juge tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Bah, Rita, merci beaucoup en tout cas pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour toute cette sagesse. Et Merci à c'était toi. vraiment passionnant et j'ai adoré. J'espère que vous aussi, vous allez adorer les circadiens. Vous pourrez la retrouver sur tous les réseaux. Je vais mettre les liens en description. Donc, si vous avez envie de la suivre sur Instagram, elle fait pas mal de petites vidéos de recettes aussi sur TikTok. Tu les mets aussi? Non, je Non, suis pas sur TikTok, que sur Reel. non, Non, Reel, Reel, ouais. YouTube, Instagram et Facebook. Ok. Bon. De C'est toute déjà façon, pas voilà. mal. Ben, c'est déjà beaucoup, ouais. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur ces réseaux. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et puis, je te dis merci Rita encore une fois. Et les Merci. amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.